L'action donc de l'ancien président Macky Sall qui a eu justement à réagir par rapport au rapport de la Cour des comptes, mais aussi par rapport au fait qu'il peut être poursuivi. Alors, il a fait savoir à nos confrères de Jeune Afrique que ça ne lui fait rien. Il pourrait envisager même de retourner au Sénégal, qui n'a pas peur de rien du tout. Alors, Farba Ngom, sous mandat de dépôt, ça vous le savez depuis hier, et là on va en parler. Il a, malgré la caution qu'il a proposée, les autorités judiciaires n'ont pas jugé nécessaire de le laisser en liberté. Alors, rencontre tripartite entre syndicats patronat et bien sûr l'État. Là aussi, le Premier ministre a expliqué qu'il faut quand même, malgré l'existence des libertés, songer à la responsabilité. Il a donné l'exemple des pays où les libertés sont restreintes au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Alors, pas de tabaski au Maroc cette année, c'est ce qu'a décidé le roi, justement parce que là aussi il y a beaucoup de problèmes, notamment des problèmes de sécheresse, des problèmes d'accessibilité aux moutons. Voilà, une décision un peu insolite. Hein. Si, imaginez au Sénégal qu'on dise qu'il n'y aura pas de tabaski, voilà ce que ça aurait fait. Chez les Waden, les Mbayen, les Mbouben, les Sissènes et tant d'autres, hein, ce sera compliqué. Alors, merci. Voilà un peu le sommaire. Nous sommes avec nos chroniqueurs, Ablaye Mbouben du Salbert. Ablaye, bonsoir. Bonsoir Abou Hassan et bonsoir Mamadou Salbert. Mamadou, bonsoir. Bonsoir Hassan, bonsoir Abdoulaye. Alors, donc l'aider à nos techniciens du jour, Mbaye Mbeng, à Bachir Sissé, ou à Ibrahima au niveau de la radio, la 97.5, où vous pouvez également nous écouter tranquillement. Merci en tout cas. Mais également nous suivre si vous le préférez sur nos différentes plateformes au niveau de YouTube et de Facebook. On démarre avec vous justement. Ablaye, ce rapport, pas ce rapport. En tout cas, oui, bien sûr, le rapport de la Cour des comptes. La réaction de Macky Sall surtout, certainement que vous avez suivi. Véritablement, et sur le rapport d'abord, il dégage en touche, en disant que peut-être que la Cour des comptes a fait des confusions entre les différents chapitres des dépenses faites et que ce n'est pas possible pour la dette bilatérale de procéder à des manipulations parce que ça passe par la BCEAO. Oui, nous avons tous entendu le président Macky Sall s'en expliquer et il a dénoncé véritablement une démarche politique. Je crois bien que la démarche politique pour moi c'est justement cette sortie et parce que lui-même en tant qu'ancien chef d'État, garant de la bonne marche des institutions, je crois bien qu'il connaît très bien la Cour des comptes et les magistrats qui la composent. Il connaît bien l'intégrité morale justement des magistrats dans la Cour des comptes qui ont eu à faire en tout cas plusieurs rapports sous son magistère. De ce point de vue, en tant que chef d'État, pour moi c'est trop facile de répondre de cette façon parce que tout simplement, tout son gouvernement est encore là, ses anciens ministres, ses deux derniers premiers ministres, Amadou Ba et M. Sidiki Kaba, ses anciens ministres des Finances, ses anciens ministres de l'économie sont tous là, et également ceux-là qui étaient dans les différents départements. Pour moi, la réponse devait être technique, en allant dans le sens en tout cas de vous fournir des éléments de réponse technique avec des chiffres, et en comparaison véritablement aux chiffres donnés par l'inspection générale d'État avant véritablement la publication du rapport de certification de la Cour des comptes. Pour moi, c'était justement une occasion pour lui de démonter par d'autres arguments que véritablement de tenir une rhétorique tout simplement. À mon avis, c'est assez simpliste. Donc, je crois bien qu'il ne peut qu'avoir cette position-là, parce que quand même, on ne saurait parler véritablement de commande politique si l'on sait que la Cour des comptes ne marche pas ainsi et que les magistrats également qui la composent ne fonctionnent pas de cette manière-là. Donc, je crois bien que la place de la nation est là, le grand théâtre est là, le stade Abdoulaye Wade est là, ils n'ont qu'à appeler les Sénégalais et se mettre devant eux avec tous les documents techniques et aller dans le sens, en tout cas, d'essayer de prouver le contraire. Pour moi, c'est la chose la plus simple à faire que véritablement d'effectuer des sorties pour dire ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est une commande politique, la démarche est politique, c'est trop simpliste, c'est trop facile. Et pour moi, ça ne tient pas la route et ça ne saurait remettre en cause le travail de la Cour des comptes qui a fourni véritablement une étude exhaustive, qui est allé véritablement au niveau de toutes les banques pour avoir les documents officiels, qui est parti chez les partenaires techniques multilatéraux et bilatéraux du Sénégal pour savoir véritablement le montant de la dette qui a été annoncée. Donc je crois bien que ce ne sont pas les magistrats de la Cour des comptes qui ont artificiellement rattaché des exercices fiscaux aux exercices précédents pour minorer les déficits. Donc de ce point de vue, je crois bien que ce débat n'a pas commencé au Sénégal
lors de la première sortie du Premier ministre. Je crois bien que Abdoul Mbaye a eu à le dire, qu'il ne croit pas aux chiffres donnés, que ces chiffres étaient maquillés. D'autres opposants également de Macky Sall l'avaient dit. Donc je crois bien qu'aujourd'hui, il devra trouver d'autres arguments qui seront véritablement des arguments techniques en lieu et place véritablement d'une simple sémantique ou pour ne pas dire d'une rhétorique qui ne tient pas, à mon avis, le bout du fil. Merci. Justement, on a vu le président de la République épouser les thèses déjà développées par ses partisans, Pape Ndour et également Aïssata Tall Sall. Pour ne citer que cela, ça n'étonne pas. C'est cette ligne de défense qui est observée au niveau de l'ancienne majorité. Non, ça n'étonne pas. C'est Macky Sall quand même l'autorité qui est responsable politique. Tous ils défendent le bilan de Macky Sall. Maintenant, s'il y a étonnement, c'est pour moi il y a beaucoup d'éléments qui montrent quand même que le président est en très mauvaise posture. Je ne pense pas que Jeune Afrique soit le support pour répondre à l'État du Sénégal. Que c'est maladroit qu'un ancien président de la République réponde à des questions d'un journaliste de Jeune Afrique pour répliquer à une position de l'État de son pays. Ça, je trouve que c'est un peu maladroit de la part du président. Et deuxièmement, sur les deux grosses questions, le rapport et la loi d'amnistie, je crois que le président a du mal à se taire, alors qu'il n'a pas donné de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il critique le rapport de la Cour des comptes, mais il ne donne pas du tout de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il critique la démarche, il critique l'amalgame, mais il n'y a pas du tout de réponse par rapport aux questions de fond que le rapport soulève. Le rapport soulève l'endettement, la dette, les mécanismes, les dysfonctionnements, les irrégularités. La responsabilité de Macky Sall est engagée dans ce rapport. Il ne répond pas. Je pense que sur cette question, il a été maladroit, d'autant que ce rapport n'est qu'à son début. On ne sait pas, le ministre de la Justice a ouvert la porte que rien n'a exclu. Quelle va être la responsabilité de Macky Sall? Donc, je pense que c'est maladroit qu'il se prononce de cette manière sur ce rapport. C'est encore plus maladroit. L'institution lui-même, il le dit dans son interview que cette institution a toujours certifié. Oui, mais là, elle n'a pas certifié. Elle a démenti la gestion du président de la République. Est-ce qu'il faut maintenant discréditer parce que tout simplement le rapport contredit la posture du président de la République? Je pense qu'il manque de respect à cette institution. Maintenant, sur la loi d'amnistie, là, c'est la même chose. La loi d'amnistie, ce n'est pas parce qu'elle est votée qu'il y a eu des gens libérés que c'est terminé. La loi d'amnistie, c'est une question politique. Il est maladroit parce que la haute cour va être mise en place et cette haute cour-là, ce sont les ministres et les DG de Macky Sall qui vont répondre. C'est pour dire que, pour moi, globalement, Macky Sall, il a du mal à décrocher du paysage politique sénégalais. Il a du mal. Il faut qu'il prenne ses responsabilités, soit revenir au Sénégal. Je ne vois pas, pour moi, de raisons qui puissent expliquer l'exil de Macky Sall. Il doit prendre toutes ses responsabilités. Ça ne fait que commencer. Que ce soit le rapport, que ce soit la loi d'amnistie, que ce soit les autres événements qui vont venir, la responsabilité de Macky Sall est engagée. D'autant qu'il y a beaucoup de secteurs de notre société qui réclament qu'il soit jugé. Donc pour moi, il est en train de brouiller les pistes, il est en train de s'enfoncer lui-même. Même les gens qui pensaient qu'il allait se retirer définitivement de la politique vont se dire que mais pendant qu'il y est, il n'a qu'à revenir, qu'il soit jugé. Et je pense que, pour moi, il faut que le président quand même se ressaisisse et qu'il opte soit se retirer définitivement de la politique au Sénégal, ou soit il reste le responsable de l'APR et de la majorité, il vient se battre à côté de son parti. Je pense que pour moi, les faux fuyants là, il y en a trop eu. Il faut qu'il se décide pour ne pas créer une atmosphère aussi
regrettable au Sénégal. Il ne peut pas être à l'étranger et vouloir faire partie du débat politique alors que, bon, tout le monde sait que tu l'as dit tout à l'heure. Mais ceux qui parlent au nom de Macky Sall, ils ne sont pas habilités. Ils ne sont pas habilités, c'est de simples militants, c'est de simples responsables qui n'ont jamais été au cœur des 12 ans de gestion de Macky Sall. Les vrais responsables, aucun d'eux n'a pris la parole. Aucun. Je crois que, bon, il faut que le président quand même se décide pour fixer l'opinion nationale. Très bien. Merci. Justement, Ablaye, Macky qui dit que de toute façon, lui, il ne craint pas de revenir au Sénégal. Il ne l'excarte pas aussi. Il ne craint rien du tout. S'ils veulent le poursuivre, ils n'ont qu'à le faire. Oui, je n'ai peur de rien. Celui qui n'a peur de rien n'a pas besoin de dire qu'il n'a peur de rien. Je crois bien que ce n'est pas par véritablement la prise de parole qu'on dira que je suis véritablement un guerrier. À mon avis, je crois bien que c'est un Sénégalais, c'est un ancien chef d'État. S'il sent le besoin de revenir au Sénégal, qu'il revienne au Sénégal tout simplement. Qu'il rejoigne son domicile, qu'il déambule dans les rues de Dakar, qu'il aille à Fatick. Je crois bien que c'est son droit le plus absolu. Personne ne peut lui dénier ce droit. Maintenant, sur la nécessité véritablement de le poursuivre ou de ne pas le poursuivre, je crois bien que le porte-parole du gouvernement n'a pas écarté cette thèse-là, tout comme de hauts responsables justement du parti au pouvoir. Donc, de ce point de vue, on attendra de voir quelle suite donner véritablement à l'ensemble des dossiers où, en tout cas, beaucoup pensent qu'il en est véritablement la personne morale, autrement dit, le commanditaire de tous ces actes-là qui ont été donnés ça et là à travers les rapports et surtout par rapport au rapport de certification de la Cour des comptes. Maintenant, ce n'est pas à moi de dire qu'il sera jugé, ce n'est pas à moi de dire, de qualifier la haute trahison, parce que tout simplement, pour moi, c'est un fourre-tout. Peut-être que d'une manière personnelle, je peux juger, d'une manière collective, on peut juger, mais je crois bien que c'est du domaine du droit, que ceux-là qui le pratiquent pourront véritablement aller dans le sens de mieux disséquer quelle est la nature de la haute trahison qui pourrait être collée justement au président Macky Sall à des fins de poursuite judiciaire. Cependant, je crois bien que on ne saurait prendre l'exemple sur les anciens présidents. J'ai fini de gérer le pays, je suis au Maroc, comme l'ont fait d'autres. Je crois bien qu'après 2 ans, Abdoulaye Wade était à Dakar, et depuis lors, pratiquement, je crois bien qu'il est ici au Sénégal. Entre 2014 et 2017, il est parti en France sans durer là-bas, mais depuis lors, je crois bien qu'avant la présidentielle de 2019, jusqu'au moment où nous parlons, Abdoulaye Wade est à Dakar. C'est tout le contraire de Senghor qui, en réalité, après son départ, n'est plus jamais revenu au Sénégal jusqu'à son rappel à Dieu. Il avait une maison, voilà, Abdoulaye Wade également, après qu'il ait fini de diriger le pays, depuis lors, il ne vit pas au Sénégal. Même s'il a eu un mandat de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais là, je crois bien que, bon, Macky Sall, quand même, rien ne l'empêche de revenir et de résider tout simplement au Sénégal, qu'il le fasse tout simplement. Je pense que c'est souhaitable pour tous les anciens chefs d'État qui restent au pays. Qui restent au pays, je pense que c'est souhaitable. C'est la chose la plus souhaitable. Oui, parce que absolument. Ce n'est qu'en Afrique où d'anciens présidents, notamment... Non, ça, c'est pas bien. Lors de l'investiture de Donald Trump, on a vu au moins 4 anciens chefs d'État américains. Pourquoi pas, oui. Clinton était là, Barack Obama était là, George Bush était là, c'est ça qui est bien. Lors des funérailles du président Jimmy Carter, tout le monde on a vu que les anciens présidents étaient là. Tout le monde était là. Donc je crois bien que maintenant, il ne s'agit pas de rester là-bas et de dire que je n'ai pas peur. Il s'agit que revenir chez soi. Il faut revenir tout simplement. Revenir chez soi ne voudrait pas dire être guéri ou véritablement ne pas être. C'est ton droit le plus absolu parce que c'est un Sénégalais comme tout autre Sénégalais. Très bien, Ablaye. Un mot sur le retour éventuel du président Macky Sall. Non, mais pour moi, depuis le début, je ne voyais pas de raison. Pour quelle raison il reste d'or. Pour quelle raison il s'exile? Oui, vraiment. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas gérer 12 ans un État, un pays. Tu es démis de manière démocratique et tu t'exiles. Il n'y a pas de sens. Non, mais je trouve que c'est une fuite de responsabilité. Ça a un sens. Il fuit. Senghor a fui, Diouf a fui, Wade ne va jamais fuir le Sénégal. C'est son option. Macky a fui.
Je pense que c'est ça qui est irresponsable. Maintenant, nous, il faut qu'on accepte la démocratie. Tu gères 12 ans, après tu gères 5 ans, tu assumes ta responsabilité. Et c'est ça peut-être pour moi, depuis le départ avec Wade en 2000, moi je disais, j'étais d'accord avec le professeur Ismaël, c'est qu'il faut protéger les anciens présidents. C'est ça qu'en RDC, Kabila est resté. Il faut les protéger. Quelqu'un qui sort, il faut qu'on assure sa sécurité. Il a un statut de sénateur à vie et il reste. Oui, il faut le protéger. Que maintenant, s'il doit répondre à la loi ou à la justice, il va répondre. Non, il doit répondre. Mais sa sécurité, quand même, quelqu'un qui a géré l'État 12 ans, mais il a tous les secrets de notre pays. Non, on ne peut pas jouer avec, c'est vrai. Pourquoi il va aller au Maroc? Avec tous les secrets qu'il a gérés ici, au Sénégal, en Afrique, à l'étranger. Je pense que cette fuite-là nous met même dans l'insécurité. Total. On ne sait jamais. Surtout quand il crée un cabinet de consultance, il donne ses points de vue à des gens, et à des institutions, à des pays. Mais regarde l'antipatriotisme qu'il y a derrière. Tu vas gérer des marchés internationaux, tu ne vas rien donner à ton pays. Tu fais des consultants pour d'autres pays et d'autres institutions. Et là, tu utilises ton esprit. Et là, heureusement, on soulignait tout à l'heure les Américains. Mais les Américains, c'est dans leur veine. Les Américains, tu es citoyen américain, tu restes. Mais à vie, tu es citoyen américain. Tu restes aux États-Unis et tu es protégé par les lois américaines. Oui, bon, je rappelle quand même que les anciens présidents ici au Sénégal ne sont pas facilement poursuivables, si on peut le dire comme ça, parce qu'il y a l'immunité qui est offerte par la Constitution à l'article 101, sauf bien sûr exception en cas de haute trahison. Ablaye le disait tantôt. La trahison renvoie souvent, et les juristes le savent très bien, à des situations extrêmement graves où on sacrifie un peu le pays. Mais Hassan, sur ce point, il faut être là, il faut être nuancé. Non, il faut me laisser terminer. Le sermon. Je n'ai pas terminé. Le sermon, c'est ça qui engage le chef de l'État. Oui, je sais, mais je n'ai pas terminé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre un chef d'État jusqu'à l'état actuel de la Constitution pour les faits relatifs à l'exercice de ses fonctions. C'est ce que dit l'article 101. Maintenant, la haute trahison, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est souvent très difficile à mettre en œuvre. C'est qu'en cas, par exemple, de guerre, ce que Maréchal Pétain avait fait de signer l'armistice ou, je ne sais pas moi, de céder une partie du territoire ou en intelligence avec l'ennemi. Ça, en général, traditionnellement, c'est ce qu'on appelait la haute trahison. Maintenant, est-ce que, de façon élastique, l'étendre à d'autres domaines, je n'en sais rien. C'est ce que disait Ablaye tout à l'heure. Tout cela veut dire que, justement, il n'y a rien de facile. Il y a déjà l'immunité. Ensuite, il y a le privilège des juridictions, parce qu'il faut également la haute cour de justice pour déclencher quelconque procédure en la matière. En tout cas, c'est ça. Maintenant, c'est clair que moi, je suis contre toute forme d'exil, volontaire ou pas. Je reste au Sénégal. Personne ne peut m'empêcher d'être là au Sénégal, quelles que soient les péripéties. Je reste, quelles que soient mes responsabilités. Ça, c'est personnel. Je ne peux pas imaginer, moi, de vivre vraiment au dehors de quoi que ce soit. Mais ça, c'est pas... Je ne pense pas que ce soit très responsable. Et il faut, ces histoires de France, là, on doit mettre ça, défranciser les têtes. Pourquoi vivre en France? Pourquoi vivre, je sais, dans quel pays? Mais ça, vraiment, il faut vraiment dépasser cela. Merci. Là, le mandat de dépôt, on peut-être s'attendait à ça. Mais Farba, finalement, sous mandat de dépôt, malgré le fait qu'il ait accepté de poser en tout cas de fournir des cautions, des terrains en guise de caution. Vous le disiez, je pense, une fois, peut-être faire comme les Américains, si vous pouvez cautionner beaucoup de milliards, on vous laisse en liberté en attendant le procès. Oui. Moi, en fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est le niveau de richesse de ces gens-là. Oui. Parce que si on peut cautionner 37, imagine-toi, 1 milliard, c'est 1000 millions. Ces gens-là, ils sont loin de nos réalités à nous. Ils sont plus riches que Crésus. Mais quand on peut cautionner un seul terrain de 8000 mètres carrés, 8000 hectares. 8000 hectares, ça veut dire que 8 millions de mètres carrés. Ça veut dire que deux fois Dakar. Pratiquement, c'est extraordinaire. Mais ces gens sont c'est un paradoxe. Moi, je ne sais pas par où extrêmement riche et extrêmement pauvre. Mais je ne sais pas par où ils passent. On a les deux extrêmes. Quand on peut cautionner 30 milliards ou 50 milliards, combien on a gardé? Combien on a gardé? Mais c'est extraordinaire. Mais comment pouvait-on s'enrichir autant dans ce pays-là?
Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai pas... Changer de métier. Je ne sais pas pourquoi je suis là encore là, en train de bavarder. Ouais. non, mais dès que vous entrez dans certains créneaux, ça devient très facile. Oui, mais quand même. Moi, quand j'ai vu ce que Tahirou Roussard a proposé, et même s'il a été finalement placé sous mandat de dépôt, j'ai dit waouh, ces gens-là, l'avocat a raison. Si Farba tombe, beaucoup vont tomber. Parce qu'une telle entreprise d'enrichissement, véritablement, ne saurait être perpétrée par une ou deux personnes. C'est toute une bande. Hein. C'est toute une bande. Moi, j'y crois fondamentalement. Complicité. Il y a beaucoup de complicité, peut-être à plusieurs échelles en tout cas. Mais dans tous les cas, Farba en prison, ça ne surprend personne. Il y avait 3 options. Il est entendu, il est relaxé. Il est entendu, il est placé sous contrôle judiciaire. Il est entendu, il est placé sous mandat de dépôt. Finalement, il a été placé sous mandat de dépôt, ce qui veut dire que la levée de bouclier, véritablement autour de sa personne, n'aura servi à rien, parce qu'on l'avait dit, il n'y aura aucun impact sur le plan judiciaire par rapport à cette levée de bouclier. Malgré un rassemblement à Matam, malgré des rassemblements à leur permanence, malgré un rassemblement à Paris et devant les locaux de la CPI, je disais encore que nous ne sommes pas dans un contexte où véritablement les Sénégalais allaient regarder autrement le régime et la justice face véritablement à ces opérations de réduction des comptes. Au finish, il est clair que d'autres seront également placés sous mandat de dépôt. On attendra de voir la suite parce que, à mon avis, il faut aller dans le sens pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette entreprise. En tout cas, de soupçons élevé de détournement de deniers publics, de mauvaise manipulation de l'argent public pour enrichir en tout cas un groupuscule composé de proches parmi les plus proches de l'ancien président Macky Sall. Très bien, Ablaye, merci Mamadou. Farba sous mandat de dépôt, c'est la conséquence peut-être logique du rapport et bien sûr de l'inculpation. Oui, je pense que c'est une conséquence logique. Bon, il n'avait pas de chance vraiment de s'en sortir au regard des accusations. Il est impliqué au même titre que d'autres opérateurs privés, d'autres citoyens sénégalais. Pour l'essentiel, la justice a mis la main sur une grosse partie des acteurs. Il ne manquait que Farba. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas qu'il soit le gros poisson, mais c'est le noyau. Parce que c'est sa société écran qui est au cœur des transactions financières. Oui, c'est ça. Dans le langage de la lutte contre la corruption, c'est ce qu'on appelle le gros poisson. Voilà, c'était l'écran. Ouais. Je pense qu'une fois que les autres, en fait, certains sont en prison, d'autres sont écoutés, d'autres sont surveillés, plus Farba avait jouissait de sa liberté, mais plus il se compromettait. Et là, on l'a vu, que malgré son offre de caution, le juge serait ridicule de mettre des gens en prison et accepter la caution de Farba. D'autant plus que déjà, la caution pose un problème d'évaluation technique. Il faut que des experts évaluent un peu si les terrains valent réellement, etc. etc. Ça demande tout un travail. Ouais, le juge ne peut pas fermer les yeux et dire, OK, vous me donnez des terrains, OK. Il faut évaluer par des experts, fournir tous les documents, qu'on sache que ça vaut tel milliard, etc. etc. Ça, c'est un aspect. Mais si c'est lui le cœur de l'affaire, c'est 125 milliards. Mais le juge, là, il ne peut pas laisser quelqu'un qui est au cœur d'une affaire qui coûte 125 milliards. Donc, pour moi, c'est logique et naturel que Farba soit mis sous dépôt. Maintenant, malheureusement, ce qu'on disait depuis le départ, l'APR n'arrive pas à comprendre comment protéger Farba. C'est l'APR qui s'est planté. Ils ont voulu mobiliser l'opinion contre Sonko, contre le gouvernement. Ça a pris en une demi-journée. Tout le plan de l'APR est tombé à l'eau. Ce que faisait Sonko, non? Non, ça n'a rien à voir. Je pense que ça aussi, c'est des raccourcis. L'APR fait comme Sonko faisait, supposons. Mais ils le font mal. Supposons qu'ils fassent ce que Sonko faisait. Mais ils le font mal. Sonko a réussi tous ses coups pendant 4 ans, 5 ans. Et il est au pouvoir.
Et vous pensez que Farba Senghor va aller au pouvoir avec ça? Farba Senghor, Farba Ngom. Vous pensez que les Abdou Mbow là vont être... Ils ne sont pas crédibles. Vous les regardez de haut là? Non, c'est pas que j'apprécie subjectivement, c'est que politiquement, il faut être vraiment nul. Oui, c'est ce qu'on disait de son côté, le même raisonnement. Non, pas du tout. On ne parle pas de la même chose. Attention. Non, on parle Parce pas que de la quand on même est au chose. pouvoir, quand on est bien élu, souvent on développe une certaine condescendance au regard de ses adversaires d'une certaine façon, jusqu'à ce que la roue tourne. Attention aussi. Non, ça dit que Sonko est une lutte populaire. S'il n'avait pas la population, il n'aurait jamais pris le pouvoir. Oui, ça, on est d'accord. Mais avoir la population ne signifie pas toujours qu'on a raison. Non, bon, peu importe. Attention. Ça dit que les logiques ne sont pas les mêmes. Ok. Je pense que Sonko, ils ne pourront jamais rééditer la stratégie de Sonko. Parce que quand tu es un voleur et que tu veux aujourd'hui faire croire aux Sénégalais que moi, le voleur, c'est une cabale politique contre moi, c'est une cabale pour démanteler mon parti. Personne n'est encore voleur, on soupçonne seulement. Mais c'est des voleurs. C'est malheureusement. Si tu n'es pas voleur, où est-ce que tu vas trouver une caution de 31 milliards? Merci Mamadou. On ne va pas juger, préjuger. C'est à la justice de dire qui est coupable ou pas. De toutes les façons, on analyse, c'est vrai, les faits tels qu'ils sont. Et véritablement, il y a des présomptions fortes qui pèsent sur des individus. Et bien sûr, il y a aussi la présomption d'innocence. Merci, on évolue. Il reste quelques minutes. Donc, justement, c'est le tripartite, comment dirais-je, la rencontre tripartite. On a entendu Sonko. À l'entendre, on a l'impression qu'il rêve d'avoir un État où effectivement le régime ait plus de liberté d'action. C'est-à-dire qu'en fait, si on l'écoute bien, c'est comme s'il y avait trop de liberté qui entravent les initiatives. Et qu'il pense que certainement certains pays qu'il n'a pas cités, comme la Chine, et peut-être les pays arabes et autres dont il a parlé, s'ils ont réussi, c'est parce que quelque part, ils ont un peu suspendu les libertés. Et parfois même totalement, pour réussir. C'est qu'il dit, tant mieux qu'il y ait liberté chez nous, mais qu'il faut plus de responsabilité. Le discours vous semble être quand même... Oui, à mon avis, c'était juste pour prendre l'exemple et que ces pays l'ont réussi, et ce qui explique un peu leur niveau de développement. Au Sénégal, c'est impossible justement d'aller dans le sens d'adopter le modèle chinois. Parce que tout pays a des oui, c'est par rapport aux réalités. Oui. Au Sénégal, je pense que c'est impossible. On ne peut pas justement empêcher justement l'exercice des libertés, même s'il faut rappeler qu'il nous faut également créer des conditions pour mieux les encadrer, en tout cas à certains niveaux, parce que quand même... on ne saurait accepter qu'il y ait grève, qu'une femme se déplace avec son enfant à Albert Royer par exemple, et qu'on nous dise non, on ne vous reçoit pas parce que nous sommes en grève. Je crois bien que ça, c'est extrêmement grave. Dans d'autres pays, même si vous êtes en grève, il y a le minimum. Service minimum. Il y a le minimum qui est respecté. Mais ici, quand il y a grève, vous allez à l'état civil, vous avez besoin d'un extrait de naissance, on vous dit carrément, non, nous ne faisons pas d'extrait de naissance tant que nous sommes en grève. Alors que c'est un handicap grave. Oui, c'est un handicap, alors que ça peut être une urgence véritablement liée à une activité qui fera la vie de la personne. Sur le plan professionnel ou sur tout plan. Donc je crois bien qu'il faut quand même que l'on puisse revoir les modèles de grève au Sénégal. Quand Abdoulaye Wade parlait véritablement du port du brassard rouge, c'était justement pour imiter les pays asiatiques tels que le Japon. Parce que quand le travailleur n'est pas content, pour l'exprimer, il porte un brassard rouge et il continue son travail. C'est le message à travers le port du brassage que véritablement l'autorité reconnaît véritablement que ces employés ne sont pas contents, et de ce point de vue, on va commencer en tout cas le dialogue pour voir ce qui ne va pas et trouver des solutions. Or, chez nous, c'est tout à fait le contraire. On paralyse un secteur. On a vu des transporteurs se lever, bloquer tout le système pendant 48 heures, 72 heures. C'était compliqué pour véritablement les usagers. Demain, on se lève et puis tous les boulangers disent pas de pain, il n'y aura pas de pain.
on se lève demain, écoutez, les banques sont en grève, mais personne ne retire de l'argent. Est-ce qu'on peut revenir sur les libertés fondamentales? Non, en fait, c'est pourquoi je dis ces libertés-là, on peut mieux les encadrer. En allant dans le sens d'une élaboration d'un planning de dialogue avec véritablement le Front social. Et la rencontre d'hier se justifie par rapport au contexte et véritablement par rapport à son importance. Parce que regrouper le gouvernement, les syndicats et le patronat, à mon avis, c'est trouver les meilleures plages de convergence pour aller dans le sens, en tout cas, d'anticiper sur les mouvements de grève qui peuvent véritablement asphyxier totalement un secteur et véritablement contrarier justement les usagers. Donc, de ce point de vue, les syndicats, à mon avis également, à un moment donné, doivent savoir ce qui est possible, ce qui ne l'est pas par rapport au contexte, surtout économique et financier actuel du Sénégal, et véritablement aller dans le sens de dialoguer autrement avec justement le gouvernement. Quand on prend le secteur de l'enseignement supérieur, à chaque fois, il faut brûler des pneus, il faut barrer l'avenue Charles de Diop, il faut caillasser des bus, il faut je ne sais pas quoi, pour véritablement se faire payer. On peut trouver des solutions. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Ouais. L'enseignement supérieur également, depuis un certain temps, avec le SAES, en tout cas, semble être en ébullition. Donc, je crois bien qu'il faut quand même que l'on puisse aller dans le sens d'instaurer un climat de dialogue permanent. Et le Premier ministre l'a rappelé hier. Quand on voit également les recrutements, est-ce que tout le monde doit être CDIsé? Ben, en quelques semaines, on a vu un nombre important de personnes qui ont reçu véritablement des contrats à durée indéterminée. En un temps record, la masse salariale du Sénégal est passée de 700 à près de 1300 milliards. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait au moment où Macky devait partir. Voilà, hein? voilà. De 700, on en a profité. Oui, de 700 à 1300 Mais ça, c'est milliards. des recrutements suspects. Voilà. Qu'il faut revoir. Voilà. Donc, si on parle véritablement de licenciement, est-ce que ça ne concerne pas il faut revoir ces recrutements. Voilà. Et il y a également ces emplois fictifs, des gens qui perçoivent un salaire et qui ne mettent jamais le pied véritablement dans les services. Mais là, il doit même payer. Oui, il y a également le débat. Il y a également le débat autour d'une meilleure protection du travailleur. Parce que dans tout ça, c'est le travailleur qui en pâtit. C'est le travailleur qui est dans une situation de précarité. Oui. C'est le travailleur qui est muselé. C'est le travailleur qui subit les contre-coups selon les humeurs véritablement de ses employeurs. C'est le travailleur qui également comment dire, ne connaît pas de cotisation sociale, pas de caisse de sécurité sociale, pas d'IPRES. C'est lui qui a toutes les difficultés pour se soigner quand il est malade ou faire soigner sa famille. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, c'est à ce niveau, à mon avis, qu'il faudra mieux concentrer, à mon avis, le combat pour mieux protéger le travailleur. Quand on vous dit qu'il y a dans plusieurs structures étatiques, bon, il y a véritablement des employés qui tirent la queue du diable alors qu'ils sont des fonctionnaires. Donc, à ce niveau, je crois bien qu'il y a véritablement matière à mieux réfléchir pour mieux protéger le fonctionnaire sénégalais, le travailleur sénégalais tout court. Et de ce point de vue, je crois bien qu'au moins, on pourra rehausser le pouvoir d'achat justement du travailleur et que l'État également puisse aider le secteur privé. Impérativement, il faut que l'on ait beaucoup plus de champions dans le secteur privé. Aujourd'hui, si on parle des oligarques russes, c'est une pure invention de Poutine. Même si après Poutine leur a fait un peu la guerre. Oui, mais seulement avec Prigojine. Parce que, surtout ça a beaucoup attaqué à beaucoup d'oligarques. Prigojine, voilà, parce que certains également, voilà, on dès qu'il s'est installé, il s'en est pris à beaucoup. Voilà, parce que certains avaient retourné leur veste. Voilà, c'était mieux rapproché c'était rapproché également du bloc occidental. Voilà, il y a ça. Maintenant, chez nous également, ce secteur privé-là, à mon avis, doit être soutenu, doit être renforcé. Très bien. Et mieux encadrés afin de pouvoir gagner autant de marchés publics et permettre justement à leurs travailleurs de mieux souffler. Très bien, parce que ce n'est pas interdit d'être riche, c'est préférable d'être riche d'ailleurs, mais riche peut-être légalement, licitement, si c'est permis, si c'est possible. Je rappelle d'ailleurs qu'en droit des sociétés, quand une faillite est déclarée à la date T,
le juge recule 18 mois en arrière. Tous les actes posés étaient suspects. C'est comme tous les recrutements. Quand vous voulez partir, quand vous voulez quitter le pouvoir, mais tous les recrutements faits devraient être revus, parce qu'ils sont suspects. Justement, Maudou, par rapport à cette question, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'angles qui ont été abordés dans le cadre d'un pacte social envisagé, mais ce dont rêve certainement le Premier ministre, c'est d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre. Parce que, paraît-il, semble-t-il, d'après ce qu'il a développé, les collectifs, les mouvements, les syndicats, les personnes bénéficient énormément de liberté, ce qui entrave parfois l'action des pouvoirs publics. Non, bon, moi je ne fais pas cette corrélation. Hein. C'est-à-dire que le dialogue, il est institutionnalisé, il fait partie des modes de gestion de notre État. Nous, on n'a jamais été un État répressif, un État anti-syndicat. Dictatorial. Jamais. Donc ce modèle-là, c'est ce modèle-là que Diomaye a hérité. Et je pense qu'il est en train d'améliorer maintenant les modes de fonctionnement de cet État-là. Si tu vois le dialogue-là, il a donné quand même une empreinte nouvelle en essayant de faire parler tout le monde. Donc la parole à tout le monde. Mais quand même, c'est des gens qui ont été des syndicalistes. Pour l'essentiel, ceux qui nous gouvernent, ils sont tous passés par l'école syndicale. Donc ils ne peuvent pas s'opposer aux syndicats. Ils ne peuvent pas s'opposer au mouvement associatif. Ça fait partie de notre démocratie. Donc il faut l'élargir, cette démocratie-là. Si tu veux l'élargir, tu ne peux pas aller à l'encontre des libertés. Donc les libertés sont consacrées par nos lois et par notre constitution. Mais par contre, le mode de fonctionnement de notre société est trop conflictuel. On est trop dans les conflits. C'est facile de déclarer une grève générale, de paralyser. Tu regardes le Sénégal, là, depuis 20 ans. Les cycles de grève, éducation, santé, monde du travail, on est quand même un pays où il y a trop de grèves, ça tout le monde le dit. Mais pour moi, l'enjeu de ce dialogue-là, c'est de trouver des consensus. Il y a maintenant deux types de consensus. Il y a un consensus national et le consensus sectoriel. Le consensus national, tu ne peux pas bâtir un pays si vous n'avez pas un consensus national. Ce n'est pas possible. Autour de l'essentiel. Autour de l'État. Par exemple, le budget. Mais le budget, il est là pour tout le monde. Il n'est pas là que pour... Oui, mais le consensus autour de l'État. Mais l'État a besoin aussi de contre-pouvoir. Oui, non. D'abord l'État. Il faut qu'on trouve un consensus pour dire que l'État, c'est l'intérêt général. On protège l'intérêt général. C'est le cas qu'il a donné sur les finances publiques. Les finances publiques, tout le monde sait d'où on va tirer l'argent. Donc si on ne protège pas notre État, on n'aura pas de consensus national. Maintenant, le consensus sectoriel, c'est que chaque secteur doit discuter avec son ministre pour voir quelle est la faisabilité sur le moyen, court et long terme. Je pense que, pour moi, tous les intervenants ont accepté quand même cette démarche. Qu'on ait une démarche pour aller vers des consensus nationaux, qu'on ait un dialogue social sectoriel. Cette démarche-là, elle a été acceptée, elle a été validée par tous les acteurs. Oui. Maintenant, ce que tu poses comme problème, c'est que Sonko n'est pas là pour dire qu'il n'y aura plus de grève, ou qu'il n'y aura plus de syndicats, ou qu'il n'y aura plus d'associations, mais ce serait absurde. Ce serait vraiment absurde qu'ils arrivent là pour mettre fin à l'ancien régime, et que l'ancien régime, ce qu'on lui reprochait, c'est son caractère répressif. Donc, il ne peut pas reproduire ce modèle ancien. Le modèle contre les libertés. Il ne peut pas. Je trouve que ce serait absurde que ce Diomaye réprime les libertés sociales, les libertés syndicales, les libertés démocratiques. Ce serait dommage. Non, ce n'est pas acceptable. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Il faut plutôt aller plus loin. Je pense que c'est la démocratie qu'il faut renforcer. Surtout. Bon, maintenant, les revendications... Il a parlé de responsabilité, peut-être. Voilà, c'est ça la responsabilité. Que l'État doit être responsable, le patronat est responsable, les syndicats doivent être responsables. S'il y a une responsabilité collégiale, je ne vois pas de raison pour qu'on ne trouve pas de solution. Et je crois que Sonko l'a dit, dans la confrontation, tout le monde va perdre. Ça, c'est clair.
Que ce soit le patronat, les syndicats, on perd beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Tout le monde va perdre. Oui, beaucoup de... Autant donc économiser au moins les conflits et essayer de voir quel est l'intérêt que chacun laissera quelque chose. Ça, je pense que c'est inévitable. Très bien. Alors, j'espère vivement un pacte social, ne serait-ce que parce qu'on vit une période de crise. Il est important aussi dans une période exceptionnelle de crise qu'on resserre les ceintures et que voilà, on essaie de travailler ensemble. Pourquoi pas pour relever les défis d'abord, essayer de voir, parce que si on fait trop de grève aussi, c'est clair que ça ne marchera pas. On a vu avec l'enseignement supérieur, l'enseignement moyen, à l'époque le CUSEMS et tout ça, ben, c'était terrible pour les potages. Merci en tout cas. Dernier virage, quelques minutes qui nous restent, on va consacrer à la fête de Tabaski, mais pour voir un peu l'exemple marocain, parce que c'est important aussi de savoir ce qui se passe chez les voisins. Le roi, certainement les Marocains auront les moyens de trouver des moutons, mais bon, le roi a décidé quand même qu'il faut ce soir peut-être à la fête du mouton. Je pense que ce n'est pas la première fois. Une fois, je me rappelle que le roi avait immolé pour tout le monde. Oui, en Tunisie plutôt. C'était en Tunisie. Ah voilà. C'était en Tunisie. Sous Ben Ali. C'était sous Ben Ali. Oui, très bien. Qui avait immolé pour véritablement toute la nation. Oui. Ben, pour le Maroc également, c'est compréhensible parce que c'est plusieurs années de sécheresse. Le Maroc est frappé de plein fouet par justement les changements climatiques et a connu une série de sécheresses qui n'a pas épargné le cheptel. Donc pour éviter justement une dégradation massive et accrue véritablement du secteur de l'élevage, que le roi a décidé tout simplement que pour cette année-ci, il n'y aura qu'un seul mouton qui sera immolé pour tous les musulmans. Mais est-ce que les Marocains ne vont pas tricher là pour tuer le mouton derrière là? Bon, certainement que certains... Ce sera difficile à contrôler. Oui, certainement que certains vont immoler. Mais symboliquement? Symboliquement, mais je crois bien que la majorité... Parce que ces pays quand même n'ont pas la même mentalité liée à la célébration des fêtes. Oui, quand même. Donc chez nous, si tu veux priver un Sénégalais d'une fête, ce serait le mettre sous mandat de dépôt. On va aller au palais là, c'est clair. Devant le palais manifester quoi. Comment peut-on nous interdire l'immolation de nos moutons? Merci à vous. On est trop festif maintenant. Très festif. Dans ces pays-là, les gens ils vont s'appliquer. Oui, j'espère. En tout cas, c'est pour leur intérêt. On peut chercher un peu de viande pour faire un bon plat. Merci. Abdoulaye, Mamadou, comment vous voyez un peu l'absence de Tabaski au Maroc cette année? Non, mais les Marocains en général, quand même, ils sont flexibles. C'est qu'eux, ils n'ont pas une lecture hermétique de l'islam. C'est vraiment un peuple très ouvert, très flexible. Et je crois que, bon, ils vont se conformer au sacrifice. Et ils respectent beaucoup le roi aussi. Ils respectent beaucoup le roi. Donc, ça va être encore une expérience pour les Marocains. Maintenant, c'est vrai que nous, Sénégalais, on a des problèmes. Mais les Marocains, même s'ils sacrifient le jour de Tabaski, ils vont travailler. Ah bon? Ah oui, c'est pas comme chez nous là. Nous, on prend 3 jours, 5 jours de fête. Noce. Bon, je crois que nous, peut-être c'est pas le sacrifice d'un mouton, mais plutôt au niveau des familles. Moi, je trouve extraordinaire, c'est que dans la même famille, on égorge 4 moutons le même jour. Oui, quand même, oui. Ou 3 moutons. Ou même plus. Ou même plus. Pour certains. Bon, ça, quand même, il y a des efforts à faire. Pour harmoniser. Parce qu'on ne peut pas manger tout ça. Non seulement, Hassan, c'est l'argent que tu dépenses. Tu peux l'économiser. Et c'est beaucoup d'argent. Ben, c'est beaucoup. Et si tu n'immoles pas, tu seras tellement mal vu. Même s'il y a beaucoup de moutons dans la maison, tu n'oses pas ne pas immoler. Sinon, tes enfants se sentiront déjà mal, ton épouse n'en parle pas, elle va créer certainement un peu de grève pendant quelques jours. C'est clair que, voilà quoi, c'est compliqué. Merci en tout cas, c'est un exemple sur lequel il faut méditer, l'exemple marocain pour la Tabaski. Merci à nos chroniqueurs, à Maudissi Albera Blaimbo. Merci à nos techniciens, Mbaye Mbengue et aux autres, au niveau de la radio, Ibrahim Sissé certainement. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve, Inch'Allah, lundi prochain à 18h.